des arbitres désignés sur WhatsApp. Oui, vous avez bien lu, pas dans un bureau feutré, pas après une analyse technique minutieuse, pas au terme d'un rapport détaillé, mais dans un groupe de discussion. À ce niveau-là, ce n'est plus une anecdote, c'est un symptôme. Le football africain traverse une zone de turbulence. Et cette fois, il ne s'agit pas d'un simple débat d'experts ou d'une polémique passagère sur un penalty oublié. Ce qui remonte des couloirs de la Confédération africaine de football dépasse le cadre sportif. On parle d'ordre venu d'en haut, de règles suspendues le temps d'une finale, d'un système qui semble fonctionner en dehors de ses propres statuts. Et tout aurait explosé à Dar es Salaam. 5 heures de réunion, 5 heures sous tension. Pas pour dessiner l'avenir du continent, mais pour éteindre un incendie. Sur les 24 membres du comité exécutif, 7 absents, d'autres en visioconférence. Et un boycott symbolique, celui du président de la fédération marocaine. L'image est forte. Une institution incapable de rassembler ses propres dirigeants dans la même pièce. Une organisation divisée, fragmentée, sous pression. Ce jour-là, ce n'était pas une réunion, c'était un règlement de compte. Quand les présidents des fédérations sénégalaises, égyptiennes, ivoiriennes se lèvent et que derrière eux s'aligne une figure comme Samuel Eto'o, ce n'est plus une simple prise de parole, ce n'est plus une remarque glissée en marge d'une réunion. C'est un signal fort, un signal que quelque chose au sommet ne tient plus. Car demander la tête du patron de l'arbitrage continental, ce n'est pas contester une décision isolée. Ce n'est pas débattre d'un hors-jeu mal interprété ou d'un penalty discutable. C'est remettre en cause l'architecture même du système. C'est dire publiquement que le problème n'est pas l'arbitre au centre du terrain, mais la structure qui le désigne, le supervise et le protège. On ne parle plus d'erreurs humaines, on parle de gouvernance. Et au cœur de cette crise, il y a une révélation qui glace le sang. Des arbitres auraient été désignés pour des compétitions majeures via de simples conversations WhatsApp. Prenons un instant pour mesurer ce que cela signifie. Une finale continentale, des millions de téléspectateurs à travers l'Afrique et la diaspora, des sélections nationales engagées depuis des années dans un cycle de préparation, des joueurs dont la carrière peut basculer sur un match, des sponsors, des diffuseurs, des gouvernements impliqués. Et au sommet de cette pyramide d'enjeux, la désignation de l'arbitre, l'homme chargé de faire respecter les lois du jeu, se ferait dans un groupe de discussion informel. Ce n'est pas seulement surprenant, c'est institutionnellement inquiétant. Dans toute grande confédération, la nomination d'un arbitre pour un match décisif obéit à des critères précis. Performance récente, évaluation technique, neutralité géographique, gestion de la pression, historique disciplinaire. Chaque choix doit être traçable, justifiable, archivé. Il ne s'agit pas d'un détail administratif, c'est le socle de la crédibilité sportive. Alors les questions surgissent naturellement. Où sont les procès-verbaux? Où sont les rapports d'évaluation? Qui valide la décision finale? Existe-t-il un vote formel, une commission indépendante, ou bien la décision dépend-elle de quelques individus réunis dans une boucle numérique à l'abri de toute transparence? Car derrière l'outil WhatsApp, ce n'est pas la technologie qui pose problème, c'est la méthode, l'absence de cadre, l'absence de procédure claire, l'absence de traçabilité officielle. Et dans un environnement où les soupçons d'influence et de pression politique existent déjà, l'informel devient un terreau dangereux. Qui est présent dans ce groupe? Qui en est exclu? Qui propose les noms? Qui tranche? Et surtout, au nom de quoi? Le football de haut niveau ne peut pas fonctionner sur des intuitions ou des arrangements. Il repose sur la confiance des joueurs, la confiance des fédérations, la confiance des supporters. Quand cette confiance vacille, tout vacille. Car le problème n'est pas seulement la nomination d'un arbitre. Le problème, c'est ce qu'elle symbolise. Si la désignation se fait sans processus clair, qu'en est-il des sanctions disciplinaires? Des désignations pour les compétitions futures? Des évaluations internes? L'informel à petite échelle peut sembler anodin. À ce niveau, il devient systémique. Et lorsqu'un système fonctionne davantage sur des réseaux et des équilibres de pouvoir que sur des règles écrites et appliquées, il s'éloigne de l'idéal sportif pour se rapprocher dangereusement du jeu politique. Ce qui choque les grandes fédérations aujourd'hui, ce n'est pas seulement une décision contestée, c'est l'impression d'un mécanisme opaque, d'un pilotage sans tableau de bord visible, d'un arbitraire potentiel. Dans le football, l'erreur fait partie du jeu, l'opacité non. Un penalty raté se digère, une procédure douteuse laisse une cicatrice. Et c'est là que réside le vrai danger. Lorsque les acteurs majeurs du continent commencent à douter du cadre lui-même, la compétition cesse d'être uniquement sportive. Elle devient suspecte,
Or, le sport ne survit pas aux soupçons permanents. Ce qui se joue ici dépasse une finale. C'est la bataille pour la crédibilité, pour la modernité institutionnelle, pour un football africain capable de rivaliser sur le terrain, mais aussi dans ses standards de gouvernance. Car l'Afrique du football mérite mieux que des décisions improvisées. Elle mérite des structures solides, transparentes, assumées. Sinon, un jour, le public ne discutera plus seulement des scores. Il discutera de la légitimité même des résultats. Puis il y a eu cette phrase, celle qui fait basculer un dossier sensible dans une crise majeure. Le chef de la commission d'arbitrage, interrogé sur la finale électrique entre le Maroc et le Sénégal, aurait lâché ces mots, il aurait dû expulser tous les joueurs sénégalais. Tous. Dans le langage feutré des instances sportives, une déclaration pareille est une déflagration. Ce n'est pas une simple autocritique, ce n'est pas un regret technique. C'est l'aveu implicite que les lois du jeu, celles qui fondent l'équité sportive, n'ont pas été appliquées comme elles auraient dû l'être. Et immédiatement, la question s'impose. Pourquoi? La réponse, si elle est confirmée, glace le sang. Il aurait reçu un ordre de ne pas distribuer de cartons. Un ordre. Il faut s'arrêter sur ce mot, le décortiquer, en mesurer la portée. Dans le football professionnel, un arbitre peut subir des pressions. Il peut ressentir l'atmosphère d'un stade, l'intensité d'une finale, le poids du contexte. Mais un ordre, c'est autre chose. Un ordre, ce n'est pas une suggestion prudente. Ce n'est pas un conseil officieux. Ce n'est pas une recommandation diplomatique. Un ordre est vertical. Il suppose une hiérarchie. Il implique une chaîne de commandement. Cela signifie qu'au-dessus de l'arbitre central, au-dessus même du responsable technique, quelqu'un aurait décidé que, le temps d'une finale, l'application stricte du règlement devait être suspendue. Et là, le débat change de dimension. Si le chef des arbitres n'est qu'un exécutant, alors qui est le décideur ? Qui détient ce pouvoir de suspendre, d'aménager ou d'adapter les règles selon les circonstances ? Une présidence soucieuse de l'image ? Des intérêts commerciaux craignant une finale déséquilibrée ? Une volonté d'éviter un incident diplomatique entre deux nations majeures du continent, car une finale, ce n'est pas seulement 90 minutes, c'est un produit télévisuel, un symbole politique, un enjeu financier, un moment d'exposition internationale. Et lorsque les enjeux deviennent gigantesques, la tentation d'arranger le déroulement peut exister. Mais le football repose sur un principe simple. Les règles sont les mêmes pour tous, en tout temps. Si ce principe vacille, c'est toute la structure qui tremble. Car que signifie concrètement un ordre de ne pas distribuer de cartons? Cela signifie que le seuil disciplinaire n'est plus déterminé par les fautes commises, mais par une directive extérieure. Que l'intensité d'un contact, la gravité d'un geste ne sont plus jugées uniquement à l'aune du règlement, mais à celle d'un contexte politique ou stratégique. Et à partir de là, chaque action devient suspecte. Le public ne voit plus une décision arbitrale, il voit une décision influencée. Les joueurs ne contestent plus un homme, ils contestent un système. Les fédérations ne dénoncent plus une erreur, elles dénoncent un mécanisme. Le plus inquiétant, c'est ce silence institutionnel qui entoure ces révélations. Pas de clarification nette, pas d'enquête indépendante rendue publique, pas de traçabilité claire, juste des déclarations prudentes, des formules vagues, des esquives. Et dans le sport, le silence nourrit le soupçon. Le doute s'installe insidieusement. Il ne fait pas de bruit, mais il ronge. Chaque décision future sera désormais interprétée à travers ce prisme. Chaque finale sera observée avec méfiance. Chaque carton rouge ou son absence deviendra matière à spéculation. Le football peut survivre à l'erreur humaine. Il peut survivre à une mauvaise interprétation. Mais il ne survit pas à l'idée que les règles peuvent être suspendues sur commande. Car à ce moment-là, le match n'est plus un affrontement loyal. Il devient une mise en scène. Et lorsqu'un sport commence à ressembler à un scénario écrit en coulisses, ce n'est plus seulement sa crédibilité qui est en jeu, c'est sa raison d'être. Selon plusieurs témoins présents dans la salle, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, aurait découvert presque avec surprise que l'arbitre de la finale controversée avait également dirigé le match d'ouverture du tournoi. Un détail? Non, un symbole. Dans une grande compétition internationale, la désignation des arbitres obéit à des équilibres précis. Rotation, gestion de la pression, neutralité perçue, évaluation progressive des performances. Le choix d'un arbitre pour une finale n'est jamais anodin. C'est l'aboutissement d'un parcours interne, d'un processus validé par plusieurs niveaux décisionnels. Alors comment le président peut-il découvrir, au détour d'une discussion, qu'un même homme a officié lors de 2 des matchs les plus stratégiques du tournoi? 2 hypothèses émergent. La première, l'ignorance réelle.
La seconde, la posture stratégique. Si c'est la première, elle interroge profondément. Cela signifierait que le sommet de l'institution n'a pas une visibilité claire sur les décisions clés prises en son sein, que des choix structurants, susceptibles d'avoir un impact direct sur la crédibilité d'une compétition, ne remontent pas jusqu'au président. Dans une organisation de cette envergure, ce serait une faille structurelle, une rupture dans la chaîne d'information, une gouvernance fragmentée où les décisions circulent sans véritable supervision centrale. Mais si c'est la seconde hypothèse, celle de la posture, le tableau n'est guère plus rassurant. Feindre la surprise peut être une stratégie classique. Elle permet de se distancier d'une décision controversée, de préserver une image d'arbitre au-dessus de la mêlée, de renvoyer la responsabilité vers un échelon intermédiaire. Ils ont décidé sans moi. Je n'étais pas informé. C'est une défense connue dans les sphères politiques comme sportives. Mais dans les deux cas, le message envoyé est problématique. Soit le sommet est déconnecté de la base décisionnelle, soit il choisit de ne pas assumer pleinement la responsabilité. Et dans une organisation sportive moderne, aucune de ces options n'est satisfaisante. Le président d'une confédération continentale n'est pas un simple ambassadeur, il est le garant du cadre, le garant des procédures, le garant de la cohérence institutionnelle. Il n'est pas tenu de connaître chaque détail opérationnel, mais il doit pouvoir répondre, expliquer, clarifier. Car au-delà de la question technique, un arbitre sur 2 matchs clés se pose celle du pilotage global. Qui valide les désignations finales? Qui contrôle l'équilibre des choix? Qui assume publiquement les décisions sensibles? Si le président découvre certaines informations en même temps que l'opinion, cela signifie que le circuit interne de gouvernance présente des angles morts. Et ces angles morts, dans un contexte déjà chargé de tensions, deviennent des zones d'ombre. Or, dans le football moderne, la perception est presque aussi importante que la réalité. Quand les fédérations, les supporters, les médias perçoivent un sommet hésitant ou surpris, cela fragilise l'autorité. Cela installe l'idée que la machine avance sans pilotage clair, que les décisions se prennent ailleurs, que le centre de gravité du pouvoir n'est pas officiellement là où il devrait être. L'ignorance, dans ce contexte, ne protège pas. Elle expose. Dans une organisation de cette ampleur, dire « je ne savais pas » n'est pas une ligne de défense solide. C'est l'aveu d'un dysfonctionnement, soit dans la circulation de l'information, soit dans la prise de responsabilité. Et le plus inquiétant, c'est que ce type de scène alimente un sentiment plus large, celui d'une gouvernance qui réagit aux crises au lieu de les anticiper. Le football africain a besoin d'un leadership clair, structuré, assumé, d'une institution capable de regarder les faits en face, d'expliquer ses choix, de corriger ses erreurs avec transparence. Car lorsqu'au sommet, la surprise remplace la maîtrise, le doute s'installe. Et dans un moment où la crédibilité est déjà fragilisée, chaque signe de flottement pèse double. Ce n'est pas seulement une question d'image, c'est une question d'autorité et à terme de légitimité. Mais la crise ne se limite pas aux pelouses, elle ne siffle pas seulement au coup d'envoi, elle se joue aussi derrière des portes closes, dans les couloirs feutrés, là où se rédigent les procès-verbaux et où s'interprètent les statuts. Le cas du secrétaire général Véron Mozengo Omba en est une illustration révélatrice. Les textes sont clairs. Les statuts prévoient une limite d'âge pour occuper ce poste stratégique. Cette règle n'est pas décorative. Elle a été pensée pour garantir le renouvellement, éviter la concentration excessive du pouvoir administratif et assurer une rotation saine au sein de l'institution. Une règle écrite, votée, adoptée. En théorie, il n'y a pas d'ambiguïté. Lorsque la limite est atteinte, le mandat s'achève. C'est la logique même d'un cadre statutaire. Une organisation moderne ne fonctionne pas à l'instinct, mais à travers des textes qui s'imposent à tous. Logiquement, la règle s'applique. Mais la réponse officielle n'a pas invoqué les statuts. Elle n'a pas expliqué une éventuelle dérogation, ni détaillé un mécanisme d'exception prévu par les textes. Elle a évoqué ce qui servira la CAF. Une formule brève, apparemment pragmatique, mais profondément problématique. Car qu'est-ce que servir la CAF? Qui définit cet intérêt? Sur quels critères? Avec quel contrôle? Dans toute institution, l'intérêt supérieur est une notion délicate. Elle peut justifier des décisions exceptionnelles en période de crise. Mais encore faut-il que ces exceptions soient encadrées, motivées, transparentes. Sinon, la règle cesse d'être une norme. Elle devient une variable. Et lorsque la règle devient optionnelle, elle perd sa force. Elle cesse d'être un garde-fou pour devenir un simple repère consultatif. On ne l'applique plus parce qu'elle s'impose. On l'applique parce qu'on le souhaite. C'est là que la ligne est franchie.
Dans le sport de haut niveau, la crédibilité repose sur la prévisibilité des règles. Les joueurs savent que le hors-jeu sera sifflé, peu importe le nom inscrit au dos du maillot. Les fédérations savent que les critères d'éligibilité s'appliquent à tous. Les dirigeants savent que les statuts encadrent leur mandat. Si l'on commence à expliquer qu'une règle peut être écartée au nom d'un intérêt supérieur non défini, alors on ouvre une brèche. Une brèche où l'interprétation remplace le texte, où la décision personnelle supplante le cadre collectif, où la gouvernance glisse vers l'arbitraire. Et l'arbitraire institutionnalisé est toujours dangereux. Il crée un précédent. Aujourd'hui, c'est une limite d'âge. Demain, ce pourrait être un critère électoral. Après-demain, une règle disciplinaire. Une organisation forte n'est pas celle qui adapte ses règles au gré des circonstances. C'est celle qui sait les faire respecter ou, si nécessaire, les réformer par des procédures claires et démocratiques. Si la CAF estime que l'expérience d'un dirigeant est indispensable en période de turbulence, elle peut le défendre publiquement. Elle peut convoquer une assemblée, proposer une modification des statuts, soumettre le débat au vote. Mais contourner la règle en invoquant une formule floue, c'est affaiblir l'autorité du texte. Et dans un contexte déjà marqué par des soupçons de désorganisation et d'opacité, ce type de décision alimente un sentiment plus large, celui d'une institution où les règles existent, tant qu'elles ne dérangent pas. Le football africain mérite mieux que des interprétations opportunes. Il mérite une gouvernance lisible, cohérente, assumée. Car à partir du moment où la règle s'efface derrière la volonté de quelques-uns, on ne parle plus d'administration sportive, on parle de pouvoir. Et le pouvoir, sans cadre solide, finit toujours par se heurter à la défiance. Et pendant que la maison brûle, on redessine le calendrier. Au cœur d'une crise de confiance, alors que les débats pointent sur l'arbitrage, la transparence et la gouvernance, l'annonce tombe, à partir de 2028, la Coupe d'Afrique des Nations passerait à un rythme quadriennal. Tous les 4 ans, comme l'Euro, comme la Coupe du Monde. Et pour remplir les années creuses, une Ligue des Nations africaine annuelle, nouvelle vitrine, nouveaux produits, nouvelles promesses. Sur le papier, l'argumentaire est solide. Alignement avec le calendrier international. Moins de conflits avec les clubs européens. Plus de stabilité financière grâce à des revenus répartis dans le temps. Dans un monde globalisé où les calendriers s'entrechoquent et où les joueurs africains évoluent majoritairement en Europe, la réflexion n'est pas absurde. Elle peut même sembler stratégique, mais le timing interroge. Car lorsque l'institution traverse une tempête interne, annoncer une réforme structurelle d'une telle ampleur peut apparaître comme un changement de sujet soigneusement orchestré. On ne parle plus des accusations, on ne parle plus des procédures contestées, on ne parle plus des démissions réclamées. On parle droit TV, on parle modernisation, on parle compétitivité internationale, le débat se déplace et avec lui, l'attention. La CAN n'est pas qu'un tournoi, elle est un rythme, un battement régulier dans le cœur du football africain. Tous les 2 ans, elle revient comme un rendez-vous familier. Elle structure les cycles sportifs des sélections. Elle nourrit les générations. Elle crée des souvenirs rapprochés, presque intimes. Son rythme biennal fait partie de son identité. La normaliser pour l'aligner sur le modèle européen, c'est entrer dans une logique d'harmonisation mondiale. Mais à quel prix? Car la force de la CAN, c'est justement sa singularité, son intensité régulière, son ancrage continental. La transformer pour la faire rentrer dans un moule pensé ailleurs, n'est-ce pas accepter de lisser ce qui faisait sa spécificité? Le risque est double. D'un côté, la raréfaction peut théoriquement augmenter la valeur marchande de la compétition. Un événement plus rare attire davantage d'attention, mais elle peut aussi distendre le lien émotionnel avec le public, espacer l'élan collectif, diluer la dynamique continentale. De l'autre, la création d'une Ligue des Nations africaines annuelle ouvre un nouveau chapitre économique, nouveaux contrats, nouveaux diffuseurs, nouveaux sponsors, nouveaux flux financiers. Sur le plan stratégique, cela peut sécuriser des revenus réguliers pour les fédérations. Mais dans un contexte où la gouvernance est questionnée, ajouter une nouvelle compétition signifie aussi ajouter une nouvelle couche de gestion, de négociation, de redistribution. Autrement dit, une nouvelle machine financière. Et lorsqu'une structure est déjà accusée d'opacité, créer un nouveau circuit économique sans avoir d'abord renforcé les mécanismes de transparence peut apparaître prématuré. Avant d'élargir la maison, encore faut-il consolider les fondations. Ce que redoutent certains observateurs, ce n'est pas la réforme en elle-même. Toute institution doit évoluer. Le football africain doit s'adapter aux réalités économiques modernes. Mais
Une réforme structurelle ne peut pas remplacer une réforme de gouvernance. Changer le calendrier ne répare pas la confiance. Créer une compétition ne répond pas aux soupçons. Augmenter les revenus ne restaure pas la crédibilité. Et c'est là que se situe le vrai enjeu. Si cette réforme est portée par une vision claire, débattue, partagée par l'ensemble des fédérations, elle peut marquer une étape majeure dans la maturation du football africain. Mais si elle est perçue comme une manœuvre pour déplacer le centre de gravité du débat, elle risque d'approfondir les fractures. Car au final, le public n'est pas dupe. Les supporters veulent vibrer. Oui, ils veulent des compétitions fortes, des affiches prestigieuses, des stades pleins. Mais ils veulent aussi croire que ce qu'ils regardent repose sur des bases solides. On peut moderniser un calendrier, on peut réinventer une formule, mais on ne peut pas durablement prospérer sur une crédibilité fragilisée. Et tant que la question centrale, celle de la transparence et de la responsabilité, ne sera pas traitée de front, toute grande réforme, aussi ambitieuse soit-elle, portera l'ombre du doute. Les grandes fédérations commencent à hausser le ton, et ce ne sont pas des voix marginales, ce sont celles qui pèsent lourd, celles qui remplissent les stades, qui attirent les diffuseurs, qui font grimper les audiences et rassurent les sponsors. Dans l'économie moderne du football, le poids sportif se double d'un poids financier. Certaines nations ne sont pas seulement des participantes, elles sont des locomotives. Elles tirent la compétition vers le haut, lui donnent sa valeur marchande, son attractivité, sa visibilité mondiale. Alors lorsque ces fédérations expriment publiquement leur défiance, ce n'est pas un simple désaccord institutionnel, c'est un signal d'alarme. Si elles en viennent à considérer que le système est verrouillé, imperméable à la réforme, incapable de se corriger de l'intérieur, la fracture actuelle pourrait basculer vers quelque chose de plus radical. Le mot sécession, autrefois impensable, circule désormais sans provoquer de haussement d'épaule. Ce serait un séisme, car une confédération affaiblie par le départ, ou même la menace de départ de ses membres les plus influents, verrait immédiatement sa crédibilité, son attractivité commerciale et son pouvoir de négociation s'effondrer. Les contrats télévisuels seraient renégociés à la baisse. Les sponsors reconsidéreraient leur engagement. L'image internationale serait durablement atteinte. Mais pendant que ces tensions s'expriment dans les salons feutrés, sur le terrain, la vie continue. Les supporters remplissent les tribunes. Ils chantent à plein poumon. Ils brandissent les drapeaux. Ils vibrent pour leurs couleurs. Le football africain reste une passion brute, sincère, viscérale. Les stades témoignent encore de cette ferveur unique, de cette énergie collective qui transcende les frontières. Et pourtant, quelque chose a changé. Un poison s'est insinué. Il ne fait pas de bruit, il ne s'affiche pas sur les écrans géants, mais il circule dans les conversations, sur les réseaux sociaux, dans les débats d'après-match. Chaque décision arbitrale est désormais examinée avec suspicion. Chaque absence de carton soulève des questions. Chaque pénalty sifflé ou non sifflé devient matière à controverse structurelle. On ne débat plus seulement du jeu, on débat du système. C'est là le véritable danger. Le football peut survivre à l'erreur, il peut survivre à l'injustice ponctuelle, à condition qu'elle soit perçue comme humaine, accidentelle. Ce qui est beaucoup plus difficile à réparer, c'est la perte de confiance dans le cadre. La crédibilité est le capital le plus précieux du sport. Plus précieux que les droits de TV, plus précieux que les sponsors, plus précieux même que les trophées, car sans crédibilité, le spectacle perd son âme. Lorsque le public commence à penser que le résultat peut être influencé par des considérations extérieures au terrain, le doute s'installe durablement. Et le doute, une fois enraciné, ne disparaît pas avec un communiqué ou une conférence de presse. Il ronge lentement. Il transforme la passion en scepticisme, l'enthousiasme en prudence, la célébration en interrogation. Restaurer la confiance est toujours plus difficile que la perdre. Cela exige des actes forts, des réformes visibles, des mécanismes transparents, des responsabilités assumées. Car une crédibilité fissurée peut encore être consolidée. Mais si la fissure devient fracture, la reconstruction sera longue, coûteuse, incertaine. Le football africain possède une richesse humaine, émotionnelle et sportive immense. Il mérite un cadre à la hauteur de sa passion. Sinon, le danger n'est pas seulement institutionnel, il est existentiel. Ce qui se joue aujourd'hui à la CAF dépasse le football. C'est une étude de cas sur la concentration du pouvoir, sur le mépris des règles au nom de l'intérêt supérieur, sur la tentation de gouverner par l'opacité plutôt que par la transparence.
Quand une institution sportive commence à fonctionner selon des rapports de force, des allégeances et des ordres, une question s'impose. Est-elle encore une organisation sportive ou est-elle devenue une arène politique avec un ballon au milieu? Le football africain est à un tournant, pas un tournant médiatique, un tournant historique. Et l'histoire, elle, ne pardonne jamais les institutions qui oublient pourquoi elles existent.